Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un petit cours d'automatique échantillonné sur les correcteurs PID numériques sur structure RST. Donc on va commencer par un petit rappel en fait sur les PID notamment en continu. Notamment on va utiliser leur fonction de transfert. Donc PID ça veut dire proportionnel intégral dérivé. Et en fait quand on regarde la fonction de transfert d'un correcteur PID, on a un terme proportionnel, on a l'action intégrale qui est 1 sur tau IP, et l'action dérivée qui est en général une action dérivée filtrée, parce qu'on ne peut pas faire une vraie action dérivée ici, définie par deux termes, tau D et N. Donc la première chose qu'on pourrait se dire, c'est si je veux faire un PID numérique, je prends le PID continu, je discrétise et ça me donne un PID numérique. On va essayer de le faire. Donc discrétiser un correcteur vers sa version de continu vers discret, en fait, ça peut se faire en remplaçant la variable de Laplace P par 1 moins Z moins 1 sur TE. Cette approximation est d'autant plus vraie qu'on va avoir un TE faible. Mais ça se fait très très bien. Si on a des systèmes relativement lents avec des processeurs, on va dire modernes, ça se fait plutôt bien. Il n'y a pas moyen de faire beaucoup plus. Donc si on remplace la variable de Laplace ici par le 1 moins n-1 sur t, on va obtenir ce terme ici, cette équation là. Donc si on développe, qu'on réduit au même dénominateur, etc., on va s'apercevoir finalement qu'on peut avoir un correcteur qui va se mettre sous la forme un polynôme d'ordre 2 au numérateur, un intégrateur pur et un polynôme d'ordre 1 au dénominateur. Donc 4 coefficients, R0, R1, R2 et S1. Donc en fait, quand on va essayer de synthétiser un correcteur numérique, on va essayer de trouver ce R0, R1, R2 et S1 qui va satisfaire notre cahier des charges. S'il vient de discrétisation, c'est une formule. Si on travaille directement dans le domaine discret, on va essayer de trouver une méthode pour calculer ces coefficients. Donc, ces coefficients R et S, finalement, c'est assez proche de ce qu'on a quand on a un correcteur PID numérique. On a le bloc R, on a le bloc S ici. Le bloc T, pour l'instant, j'en parle pas trop, on détaillera après sur les deux types de correcteurs qui existent. Donc la synthèse, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que ça correspond à calculer ces valeurs de R0, R1, R2 et S1 pour avoir un modèle d'ordre 2 fixé, HD+. Bon, une fois qu'on a ce R0, etc., on peut toujours les relier au système continu par les équations qu'il y a là, en calculant K, tau I, tau D et N. Alors N, c'est un coefficient de filtrage, c'est un entier positif. Et on voit ici que N sera positif que si on a S1 qui est compris entre moins 1 et 0. Si on a S1 qui est compris entre moins 1 et 0, donc on va avoir moins ici quelque chose de positif, divisé par quelque chose de négatif, moins par moins, ça fera plus. Dans les autres cas, on aura un N négatif, ce qui correspond en fait à un correcteur PID numérique qui n'a pas d'équivalent en continu. Si S1 est compris entre moins 1 et 0, il y aura un équivalent en continu, sinon non. Mais c'est pas grave, s'il fait ce qu'on veut, en même temps, c'est pas gênant qu'il n'y ait pas d'équivalent numérique. On continue pas. Voilà. Donc, un correcteur numérique, un PID, peut être synthétisé par une structure RST. On va présenter juste après. Et le but, c'est un système à asservir. On va essayer d'asservir un système qui va être modélisé par sa fonction de transfert, sa transmittance bloquée, chez 2Z qu'on va mettre sous la forme Z-D, B sur A. D étant le retard pur du système en nombre d'échantillons, B et A des polynômes d'ordre M et N. B, un polynôme avec un coefficient ici et A qui commence forcément par 1 plus quelque chose. De façon à avoir quelque chose de normalisé. Même si dans les calculs ça ne bloque pas, essayons d'avoir un truc normalisé pour que ce soit plus facile. Voilà, donc on souhaite avoir un comportement entre la sortie et la consigne en fait du correcteur. Donc on a essayé d'avoir une fonction de transfert cible qu'on souhaite avoir, c'est-à-dire la sortie sur la consigne du type numérateur sur dénominateur. J'ai mis HD+, parce qu'en général on veut que le système soit stable, donc on va essayer d'avoir un dénominateur qu'avec des zéros, enfin qu'avec des pôles stables. En général, quand on est sur du PID numérique, on va essayer d'avoir un modèle d'ordre 2, donc ce HD+, va être donné par du 1 plus H1Z-1 plus H2Z-2, avec H1 et H2 qui peuvent être calculés à partir des pôles complexes conjugués, comme on l'a vu dans les autres vidéos, et comme on le reverra aussi dans l'exemple. Voilà, maintenant on va essayer d'étudier un petit peu ce correcteur en poursuite. Comment il se comporte par rapport à la consigne qu'on va lui mettre. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux types de correcteurs PID numériques. Il y a les structures 1 et les structures 2. Ce qui va changer entre les deux, c'est tout simplement le coefficient t ici, le polynôme t ici.
Dans un cas, il va valoir quelque chose, dans un autre, il va valoir autre chose. On va juste le présenter ici. Donc, le cas du PID structure 1, en fait, on va poser que T de Z, c'est égal à R de Z. Donc ici, que le T ici est égal au R. Donc on va avoir YC fois T moins Y fois R qui rentre ici. Donc ce schéma-là, en fait, on peut le simplifier en disant tout simplement que, au final, c'est comme on avait R sur S ici. Alors attention, là, le signal d'erreur qui est là, c'est plus le même que le précédent. Mais donc on va avoir une fonction de transfert en poursuite qui sera sous cette forme-là. Donc c'est ce terme ici, AS plus Z moins D fois B fois R, qui doit être égal à HD+, et on a des termes ici au numérateur, les zéros qu'il y avait dans le système, plus les zéros qui sont apportés par R. Voilà, le PID structure 2, en fait, on va essayer de chercher à réduire le degré du numérateur, parce qu'on voit ici finalement qu'on a augmenté, R c'est un polynôme d'ordre 2, qu'on a augmenté le degré du dénominateur. Donc on va chercher à diminuer le degré du numérateur. Pour cela, en fait, on va faire tout simplement que le T de Z c'est plus égal à R, c'est égal à un gain. En fait, ce gain, on va le définir comme étant HD plus sur B plus, enfin sur B, pour Z égale 1, ce qui équivaut également à R égale 1. Donc en fait, quand on prend ça, la transmittance entre la consigne et la sortie, ici avant on avait T de Z, finalement ça devient une constante, que j'ai appelée KC, équivaut R de 1. Et donc on voit ici qu'on a une forme avec un ordre un petit peu moins élevé qu'une structure 1. Donc ça permet, cet avantage de cette structure 2, ça va être de limiter la présence de 0. Donc je rappelle ici, pour un PID1, on avait R, un polynôme d'ordre 2, donc on va rajouter 2 zéros. Ici, on ne rajoute pas, donc on a quand même 2 zéros en moins par rapport à la structure 1. Donc ça va limiter ça. Dans la structure 2 va limiter le nombre de zéros dans le système corrigé par rapport aux structures. Et vous allez me dire à quoi ça sert de limiter le nombre de zéros. Alors dans toutes les vidéos, enfin dans beaucoup des vidéos avant, je vous ai vendu, entre guillemets, que la dynamique d'un système, elle était principalement liée à la dynamique des pôles, c'est-à-dire au dénominateur du système. C'est vrai, mais il y a un mot qui est important, c'est le mot principalement. Elle est principalement liée à ça. Si je prends ici un système du deuxième ordre, classique, 1 sur 1 plus P carré, on va avoir cette forme ici. Si je rajoute un coefficient en P, si je fais du 1 plus P, 1 plus P, donc P c'est équivalent à avoir le système plus finalement sa dérivée. Donc on va avoir un système ici qui va avoir un plus grand dépassement, donc qui va aller plus vite, mais qui va avoir un plus grand dépassement. On est en continu ici, si je calcule le 0 de ce truc-là, il vaut moins 1. Pour qu'il soit stable, il faut que sa partie réelle soit strictement négative. Donc ici on a un pôle, un 0 stable, mais on a un 0 quand même, qui vient un petit peu perturber. Maintenant, si on met 1 plus P, je mets 1 moins P, on va avoir ce phénomène-là, que les élèves appellent souvent dépassement négatif. Ici, on va avoir un 0 instable qui va nous prendre ça. On a un système qui a un non-minimum de phase, qui va nous créer ce phénomène ici. Donc on voit ici qu'avec même si on a le polynôme du dénominateur, le dénominateur qui ne change pas, les pôles ne changent pas, les zéros vont venir quand même modifier plus ou moins fortement la réponse du système. Donc si on s'abstient, si on ne rajoute pas de 0, il y a des chances qu'on soit un peu plus proche de ce qu'on souhaite avoir. Donc c'est pour ça que voilà, le PID structure 2 est quand même avantagé sur ce point. Donc maintenant on va essayer de calculer l'erreur qu'on a sur ces trucs-là. Sur ces deux correcteurs-là, on a étudié en poursuite le comportement de nos deux PID, structure 1 et structure 2. Donc petit rappel, donc on a la sortie et la consigne, on a Y sur YC qui vaut Z puissance moins D, donc un retard de D échantillon, B fois T sur A fois S plus Z moins D, B fois R. On va étudier vraiment, on va essayer de regarder ce qui se passe au niveau de l'erreur. Donc l'erreur ici, ce signal d'erreur là, qui est égal à T fois YC moins R fois Y, T moins YC fois YC moins R fois Y, je vais remplacer Y par sa valeur en fonction de YC, T il ne faut pas changer, et du coup je vais tout simplement remplacer ici, donc je vais avoir le même dénominateur que tout à l'heure, sauf qu'on va avoir Z moins D, B, T fois R. Je vais réduire tout ça au même dénominateur parce que j'aime bien et que ça fait des formes toujours plus sympathiques. Et en faisant ça, en fait, on va voir que
on va avoir le terme ici z-d brt moins z-b trt. Donc deux fois le même terme avec un signe moins entre les deux, donc les deux s'annulent. Donc finalement l'erreur va être type AS fois T sur AS plus z-d fois B fois R fois YC. Ça c'est vraiment au niveau des signaux. Si maintenant je veux regarder ce qui se passe, l'erreur statique concrètement, je vais prendre l'erreur, je vais faire la limite quand z tend vers 1 de 1 moins z-1. Je vais mettre un échelon sur YC et je vais reprendre ma fonction de transfert. Donc cette partie-là s'annule et je vais faire tendre z vers 1. Donc la partie là s'annule, donc ça donne ce résultat-là. Et en faisant tendre z vers 1, on a a de 1 fois s de 1. Alors s de 1, il ne faut pas oublier qu'il y a du 1 moins z-1 dedans. Donc on a l'intégrateur qui va faire que s de 1 vaut 0 fois t de 1 sur un dénominateur. Le dénominateur il n'est pas nul parce qu'on a b et r ici. Donc ça va quand même tendre vers 0. Donc on voit bien que l'erreur statique va tendre vers 0. Peu importe d'ailleurs la valeur de t, que ce soit une structure 1 ou une structure 2. Et si on met une consigne en échelon, le PID numérique devrait pouvoir nous donner une erreur statique nulle. Là, on va regarder un peu ce qui se passe en régulation entre les deux modèles, donc structure 1 et structure 2. Si je regarde la fonction de transfert en régulation, au numérateur on a AS et au dénominateur on a AS plus Z-D B fois R. Ce qui change entre le structure 1 et le structure 2, c'est T. Donc ici on voit que soit structure 1 ou structure 2, on aura exactement le même comportement en régulation. Les mêmes zéros, les mêmes pôles, etc. Donc ça c'est plutôt bien. Maintenant, est-ce qu'on va réussir à rejeter les perturbations? Eh bien, on va regarder ce qui se passe quand on met une perturbation constante en entrée. Donc on va faire un petit peu comme tout à l'heure. La limite quand z tend vers 1, de 1 moins z-1, sur ici le signal d'entrée en échelon, fois cette chose-là. Et on va obtenir finalement la même chose parce que on a toujours au numérateur a fois s, et quand z tend vers 1, s va tendre vers 0, ce qui fait qu'on aura bien toujours une erreur nulle. Donc on va bien rejeter les perturbations constantes, on aura une erreur statique d'ordre nul grâce à ce correcteur. Comment on continue d'ailleurs? C'est assez rassurant d'avoir la même chose sur des choses qui portent le même nom. Voilà, donc en même temps je vous propose de faire un petit exemple pour un petit peu essayer de voir concrètement comment on calcule ces coefficients R0, R1, R2 et S1. Donc on va considérer un système en continu exponentiel moins 0,3p, c'est-à-dire un système qui a un retard de 0,3 secondes sur 1 plus 0,3p. Donc quand même c'est pas un système facile parce qu'il a une constante de temps qui est équivalente en son retard. Donc c'est pas hyper facile à servir. Donc on va essayer d'avoir un dépassement de l'ordre de 25% maximal, un temps de pic à 0,9 secondes. On va choisir une période d'échantillonnage à 0,3 secondes qui correspond quand même à la constante de temps et aussi au retard. Donc on ne se simplifie pas trop la tâche de plus là-dessus. Et je vous demande de calculer les valeurs des correcteurs des PID1 et PID2 là-dessus. Je vous conseille d'essayer de faire pause à la vidéo, vraiment d'écrire les équations, d'essayer de développer et de trouver la solution que je vais vous donner tout de suite. Alors les étapes. Tout d'abord on va calculer la transmittance du système. Transmittance bloquée, fonction de transfert en Z. Tout ça c'est le même mot, maintenant vous avez l'habitude. Ensuite on va essayer de calculer notre modèle cible. Donc le HD+, combien il vaut. Ensuite on va faire ce qu'on appelle l'identité de Bezout qui correspond tout simplement à l'égalité au niveau des dénominateurs. Et puis on va montrer une petite simulation et un résultat de tout ça pour voir si ça s'est bien passé. Puis on finira par quelques conclusions. Donc là vous pouvez encore faire pause et essayer de le faire, ou à chaque étape, n'hésitez pas à essayer de le faire vous-même pour au moins vous confronter une fois au problème. Donc on va calculer ce G de Z, donc on applique la formule avec un retard de 0,3 secondes. Donc un retard de 0,3 secondes, ça nous donne une période d'échantillonnage de retard. Donc finalement, si je décompose ce G de P en étant un système sans le retard, G' exponentiellement le retard, en transformé en Z, on va avoir notre système, on va avoir le retard qui est sorti, notre G' ici. Et tout ça, ça va nous donner ce G de Z qui vaut ici, donc 0,63 Z-1, encore Z-1 lié au retard, donc 0,63 Z-2 sur 1 moins 0,37 Z-1. Ça, c'est notre G de Z. Maintenant, le modèle cible. On veut un dépassement de 25% et un temps de pic à 0,9 secondes. Donc, quels sont les paramètres de notre modèle? En général, on se prend en ordre 2 pour les PID numériques.
Et on essaie d'identifier les coefficients de cet ordre 2, c'est-à-dire un dépassement, un coefficient d'amortissement et une pulsation naturelle. Donc on va prendre le 25% de dépassement, 25%. Donc on peut prendre soit 0,4, soit 0,45. C'est pas gênant. Et après on va regarder ici le temps de pic en fonction de la ligne qu'on a choisie. Si on prend 0,43, 3,43 ou 3,50. Donc moi ici j'ai choisi de prendre un 0,4 qui correspond à 25,38%. Bon, je trouve que ça fait 25, c'est à peu près pareil. Hein. On pourrait discuter, mais c'est pas le cadre ici. Et du coup on a un oméga NT pic qui est à 3,43. Du coup un oméga N qui est à 3,8. Donc avec ça je vais pouvoir trouver mon HN sur HD+, notamment le HD+, en allant calculer les deux pôles ici, complexe conjugué, et en posant que H1 c'est moins Z1 plus Z1 étoile, et H2 c'est Z1 fois Z1 étoile. Z1 et Z1 étoile, c'est les pôles complexes conjugués qu'on peut calculer par cette équation, et en remplaçant, on va trouver que H1 est égal à moins 0,63 et H2 est égal à 0,4. Idéalement, il faut essayer quand même toujours d'avoir des applications les plus littérales possibles où on a H1 et H2 dedans. Là, je vous mets ça pour que vous puissiez vérifier ligne par ligne les résultats. Mais voilà, idéalement, si vous le faites, il faut quand même mieux toujours travailler avec H1 et H2 et vérifier les résultats au fur et à mesure. Ça évite les problèmes d'arrondi qui peuvent vite nous amener à une limite de stabilité ou nous faire basculer dans l'instabilité sur les systèmes numériques. Donc je reprends mon identité de Bezout, c'est-à-dire le dénominateur du système avec le correcteur tel que je l'ai designé, et ce que je souhaite avoir. Je vais remplacer les termes A, S, B et R par leur valeur. Je vais avoir ici, et ensuite je vais tout regrouper pour avoir les termes d'ordre équivalent ensemble. Donc on voit ici qu'on a encore du 1 égale 1, c'est-à-dire comme on a tout normalisé, avoir quelque chose d'unitaire ici, donc ça c'est plutôt bon signe. Le terme en Z-1, on a trouvé en développant que ça faisait moins 1,37 plus S1. On a un terme en Z-2 qui est égal à 0,37 moins 1,37 S1 plus 0,63 R0 qui va être égal à 0,4. On obtient un terme en Z-3, 0,37 S1 plus 0,63 R1 égale 0. Et on a aussi un terme en Z-4 qui va être R2. Donc, mais comme voilà, on n'a pas de Z-3 ni Z-4 ici, on met égal 0. Donc on a 4 coefficients, R0, R1, R2, S1, et on a 4 équations utiles, celle en Z-1, en Z-2, en Z-3, en Z-4. Le 1 égale 1, on ne peut pas considérer quand même que ce soit une équation utile. Voilà, une fois qu'on a écrit ça, alors il y a plusieurs façons de le résoudre, hein. On fait littéralement, on construit une matrice, etc. Mais bon, je vais passer le détail ici. Donc on va trouver en fait des coefficients. Bon là je vous l'ai mis, c'est un petit peu ridicule, mais bon. 1 égale 1. On va trouver que S1 il fait 0,74, que R0 il fait 1,64, R1 moins 0,43 et R2 il fait 0. Au final, on va pouvoir conduire notre polynôme S et notre polynôme R comme ça. Voilà, pour le structure 1, on va tout simplement écrire que T2Z c'est R2Z. Pour le structure 2, on va écrire que T2Z c'est R de 1. Donc le polynôme R, quand je remplace Z par 1, ici qui va valoir 1,22. Encore une fois, si vous regardez ici 1,64 moins 0,43, ça pourrait plutôt faire du 1,21. Mais il y a les arrondis qui viennent jouer. Donc là, j'ai moi fait tous les calculs en littéral et je vous mets les valeurs arrondies. Voilà. Donc quand on applique ça sur notre système, donc ici j'ai fait 2 simulations. Le système en continu avec le correcteur structure 1, R, S et T. Et en bas, le même système avec le correcteur structure 2, R, S et T. T pour le structure 1 qui est polynôme, même que le polynôme R. T pour le structure 2 qui est juste une constante. Et on obtient les courbes suivantes. Donc en bleu, on a la consigne, ce qu'on veut avoir. Ici en vert, on va avoir la perturbation qui apparaît au bout de 5 secondes. En rouge, le comportement du structure 1. En bleu, le comportement du structure 2. Donc on voit quand la consigne elle change, quand même que le structure 1 il monte beaucoup plus que le structure 2. On avait designé un dépassement à 25,38% exactement. Du coup, on voit même le structure 2 il y dépasse un peu, mais le structure 1 encore plus. On a rajouté un 0, ce qui fait qu'on s'éloigne encore plus du problème. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'en régulation, c'est que les deux quand même courbes se superposent, ce qui montre bien qu'on a le même comportement en régulation, c'est-à-dire par rapport à la perturbation. Donc globalement,
notre correcteur il est plutôt pas mauvais. Il faudrait peut-être revoir un petit peu la fréquence d'échantillonnage, mais comme on a le retard, on risque d'être un petit peu embêté dessus et de devoir faire appel à d'autres types de correcteurs, type placement de pôle ou autre. Voilà. Donc un petit peu les conclusions. Les PID numériques en fait permettent de piloter les systèmes d'ordre 1 et d'ordre 2 avec un faible retard, donc un échantillon, voire non, un échantillon, à partir d'un modèle d'ordre 2 désiré, défini par un dépassement et un temps de réponse ou un temps de montée par exemple, ou un temps de pic. Donc il va assurer une erreur statique d'ordre 1 nul, donc on a l'action intégrale, que ce soit en poursuite ou en régulation, donc ça c'est bien. Et leur synthèse elle est assez simple à effectuer, il y en a deux structures de correcteurs. Une structure 1 qui va ajouter des zéros au système, donc ça c'est plutôt pas bien, ce qui peut pouvoir produire des dépassements de la réponse indicielle. Donc dans ce cas-là, pourquoi on va s'en servir, vous allez me dire. En général, en fait, cette structure-là, on va s'en utiliser là où on n'a pas accès. On ne peut pas rentrer une structure et rester. Concrètement, si on doit remplacer un vieux PID continu, on a juste accès au signal d'erreur et du coup on va pouvoir mettre un PID numérique structure 1 dessus. Donc ça, voilà, ça permet en gros de faire ça. Sinon, on va quand même avoir tendance à aller plutôt sur un structure 2. On ne va pas ajouter de 0 au système corrigé et on va avoir un comportement quand même plus proche de celui du cahier des charges. Par contre, voilà, le PID2 a forcément besoin, lui, de la structure RST avec ces trois blocs bien distincts pour pouvoir fonctionner. Voilà, on ne peut pas régler avec le PID, voilà, ce qu'on a vu, vu qu'on a fait un choix pour T, c'est soit R2Z, soit R2A, on ne va pas pouvoir régler indifféremment les comportements en poursuite et en régulation. On ne va pas pouvoir avoir deux comportements différents en poursuite et en régulation. Voilà, c'est un PID, le même PID continu ne peut pas faire ça non plus, et le PID numérique non plus ne peut pas le faire. Voilà, j'espère que la vidéo a été assez claire. Il y aura des prochaines vidéos qui suivront sur les placements de pôle, donc toujours sur correcteur RST, placement de pôle simple, et puis après avec compensation, filtrage, etc. Voilà, j'espère que ça a été assez clair. Je vous encourage à essayer de refaire les calculs pour vraiment vous imprégner et acquérir ce que j'ai voulu vous transmettre ici. Puis je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.